nous voilà donc sur le Twitch du Dominical. Effectivement, il est effectivement à peu près 15 heures en Suisse et il est très tard en Thaïlande. Cyril nous rejoint pour ce dimanche. Il est en Thaïlande, il est 20 heures. Merci à toi Cyril de nous accompagner et d'animer cette première partie sur le Twitch de la LFI NUPES Monde. Aucun problème. Bonjour à toi Gauthier. Et puis bonjour aux auditeurs et à ceux qui vont nous regarder. Je dis auditeurs, mais téléspectateurs, ça marche aussi. Exactement, exactement. Alors là, c'est un peu spécial. On a une première partie donc dédiée à l'espace santé numérique dont tu vas nous parler et nous aurons une deuxième partie avec Jean-François qui est au Brésil et qui va nous parler des élections au Brésil qui auront lieu dans 7 jours. Et on trouvait ça intéressant d'avoir une première et deuxième partie parce que celle-ci, on n'en a pas beaucoup parlé et c'est assez prégnant pour les Français d'étrangers qui vivent majoritairement plus loin que la France, en dehors de l'Allemagne, de la Suisse ou de l'Espagne. Là, on est vraiment partie asiatique, Thaïlande ou encore ceux qui vivent aux États-Unis ou Amérique latine qui sont vraiment plutôt concernés par l'espace de santé. Cyril, est-ce que tu peux présenter un petit peu comment tu es venu au thème de l'espace de santé qui est assez important là où tu habites à Bangkok, en Thaïlande, dans un premier temps? Alors, c'est assez simple, hein. En fait, il y a eu des mails qui ont été envoyés à certaines personnes qui sont des sympathisants, voire des militants du groupe LFI à Bangkok, et qui nous ont remonté l'information comme quoi cet espace santé pour eux était intrusif, qu'il y avait des problèmes sur la sécurisation des informations. Je veux dire, les personnes qui avaient reçu cet email auparavant s'étaient pas forcément trop inquiétées de savoir comment ça se passait pour l'espace de santé. Après tout, je veux dire, quand on a les services qui se numérisent, on peut protester, on peut dire ce qu'on veut, mais au final, on va être usager de ce service numérique. Donc, il est vrai que souvent, en fait, on est assez passif face à ce genre d'information qui nous dit, bah voilà, un nouveau service est ouvert, vous pourrez l'utiliser. Bon, il se trouve que là, il y a des personnes qui se sont émues de devoir utiliser cet espace de santé ou de le voir utilisé par les professionnels de santé et de pouvoir surtout l'utiliser sans que eux aient à s'en mêler en quelque sorte, puisque les personnels de santé peuvent enrichir cet espace de santé sans que les personnes soient au courant en fait. Et donc, il y a des personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit, voilà, nous, on aimerait soulever le problème de cet espace de santé, de cet espace numérique de santé. Et ça arrivait en plus juste dans la période où je crois que c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui s'était attaqué et dont possiblement à l'époque 700 000 dossiers appartenant à la fois aux usagers de l'hôpital mais aussi au personnel, voire aux partenaires de l'hôpital, pouvaient être ciblés. Bon, 700 000 dossiers. Alors, on sait aujourd'hui que c'est à peu près 10% du stockage des informations qui ont été touchées. Bon, ça représente quand même tout de même un certain nombre de personnes, évidemment. Les dossiers informatiques des patients en tant que tels ne semblent pas avoir été récupérés totalement. Par contre, il y a bien des informations qui circulent concernant des radios, des examens sanguins, des choses comme ça. Et ils ont été mis en ligne puisque l'hôpital a refusé de payer. Donc, ça se balade sur Internet. Et évidemment, quand on est soi-même ça nous fait pas plaisir de savoir que nos données de santé, nos données médicales se retrouvent comme ça sur Internet. On peut évidemment comprendre. Mais du coup, quand on sort de la France, peut-être pour expliquer d'un point de vue pratique à ceux qui nous suivent, effectivement, en France, tu as la carte de la sécurité sociale qui permet de te faire rembourser quand tu vas en pharmacie ou quand tu vas voir le médecin ou à l'hôpital. En dehors de la France, si tu vas en Allemagne ou si tu vis dans un pays vraiment un peu plus lointain,
comment ça fonctionne quand on passe de quelque chose de physique à numérique. Pour se faire comprendre, nous, on a une génération très, très portée sur le numérique, à se connecter à notre boîte mail, peu importe le nom de domaine. Mais là, c'est vraiment la dématérialisation, c'est la déshumanisation, c'est passer vraiment d'un acte physique à un acte numérique. Ça se passe comment, du coup, cette passation? Alors, tu as plusieurs choses d'abord. Quand on parle du service de santé ou de la sécurité sociale, normalement, en Europe, il y a des accords qui ont été passés entre les différents pays. Alors, je ne sais pas ce qui concerne pour la Suisse, mais je sais que par exemple pour l'Italie, ça fait depuis très longtemps, parce que lorsque j'étais étudiant, c'était déjà comme ça. Les étudiants italiens pouvaient déjà se faire rembourser une partie de leurs soins en allant faire valoir le fait qu'ils étaient à la caisse d'assurance sociale de leur pays. Donc, il y avait la possibilité d'avoir ce type de remboursement. Si tu parles par exemple de la Thaïlande où je me trouve aujourd'hui, tous tes frais de santé, à moins d'être à la CFE ou à moins d'avoir une mutuelle, c'est de ta poche. C'est-à-dire que la première chose que tu vas faire, c'est de sortir ta carte de crédit. Bon, maintenant, tu as d'autres cas où, par exemple, les gens sont envoyés en mission d'expatriation pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, en fait, ils cotisent toujours. En fait, leur employeur, il y a deux possibilités. Soit vous décidez d'avoir un compte à l'étranger et peut-être que vous allez y faire votre vie, y rester. Soit vous savez que c'est une mission qui va durer seulement quelques années, auquel cas vous pouvez conserver votre compte en France, vous faire verser votre salaire en France, avoir l'employeur qui paye toutes les cotisations en France, auquel cas vous avez toujours votre service de santé et la sécurité sociale auquel vous pouvez prétendre. Parce que normalement, après 6 mois de cotisation, je crois que c'est terminé. Exactement, c'est environ 6 mois, tu as raison. Et donc, dans le cas présent, là, si votre employeur continue de verser les cotisations, si sur votre salaire, vous versez les cotisations pour la sécurité sociale en France, vous pouvez prétendre à vous faire rembourser quand vous venez en France pour des soins en France. Aussi simple que ça. Alors, le problème, c'est évidemment que la plupart des gens qui sont partis à l'étranger, au bout d'un moment, la carte vitale, elle peut s'être perdue dans les cartons. Vous pouvez ne pas l'avoir fait refaire. Vous pouvez ne plus en avoir si elle a été perdue. Et le problème, c'est qu'il faut sa carte vitale pour pouvoir se connecter à l'espace de santé. Donc là, ça pose un problème qui est aussi simple que ça, que vous êtes bloqué à l'entrée de votre espace de santé qui normalement vous appartient et le vôtre. Et donc, pour le moment, il n'y a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de solution. Donc, du coup, il faut quoi? Il faut relancer la sécurité sociale en France pour redemander une carte, pour redemander ses droits, fatalement. Mais ils vont vous dire, mais vous avez votre espace santé, vous pouvez vous connecter. Enfin, ça va être le chien qui se mord la queue. On a le cas ici à Bangkok, on est deux à avoir ce cas-là. On est rentré en France pendant les vacances de Noël dernière. Et en fait, on en a profité pour se faire vacciner en France ou même pour faire un test PCR avant de repartir en Thaïlande. Bon, normalement, tout ça apparaît sur notre espace santé. Bon, on ne peut même pas y accéder pour aller voir ce qui a été déposé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de situation qui est une situation qui ne devrait pas exister. Il devrait y avoir un moyen de débloquer ce système pour qu'on puisse accéder, voir nos informations qui sont présentes sur cet espace de santé numérique. Alors, la question qui se pose sont les suivantes, c'est qui ont accès à cet espace de santé? Je dis bien qui, parce que normalement, il y a nous, mais derrière, il y a une administration quand même. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui ont accès à ces données? Question, puisqu'on est dans l'ère du tout numérique et on sait que le gouvernement français utilise par extension, fait appel à des entreprises, soit pour du consulting, soit pour du data, soit pour des missions de déploiement numérique. Et là, on en est où de ce que tu en sais actuellement en 2022? De ce que j'en sais, la première chose d'abord, c'est qu'il y a des serveurs qui sont dédiés à ça. Parce qu'évidemment, le stockage de données, c'est important. Là, on parle de data qui double. Alors là, c'est au niveau mondial, mais la France, bien sûr, se situe dans la même problématique.
qui doublerait à peu près tous les 73 jours, notamment dû au vieillissement des populations. Parce qu'évidemment, les populations qui vieillissent sont soumises à des maladies chroniques, des pathologies chroniques, avec des traitements chroniques, et donc des examens beaucoup plus réguliers, et ainsi de suite. Donc ça fait augmenter le nombre de data. Ensuite, on a de plus en plus d'instruments également dans les hôpitaux. Les IRM, les scanners, voilà, on peut en citer quelques-uns. Donc ça aussi, ça augmente le nombre de quantités de data. Donc première chose, c'est qu'il n'est plus possible de conserver ces données en silo. C'est-à-dire chaque système qui va opérer sur la personne en quelque sorte, hein, si on parle d'un laboratoire pour les analyses sanguines ou d'un hôpital ou de votre médecin traitant ou de la pharmacie même qui va vous délivrer les médicaments, bon en fait c'est plus possible que chacun garde sa base de données, il faut réunir ces informations et il faut les stocker quelque part. Bon, l'idée qui a été choisie ici, c'est un stockage centralisé, un cloud. Donc si on parle d'un cloud, on parle de serveurs, et donc la question qui se pose, c'est qui détient ces serveurs? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est une entreprise privée? C'est juste. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Ensuite, est-ce que ces serveurs sont en France ou est-ce qu'ils sont un peu partout en Europe, voire désormais en Amérique, puisqu'on a vu que Biden tentait de changer les lois pour que de nouveau les données puissent être transférées aux États-Unis. Évidemment, ils veulent pouvoir traiter des données aux États-Unis. Donc là, il y a des questions légitimes de souveraineté en fait de nos données qui se posent et auxquelles normalement l'État, le gouvernement, voilà, les systèmes publics devraient pouvoir répondre. Où sont ces serveurs? Est-ce qu'ils sont accessibles est-ce qu'ils sont à la possession d'entreprises publiques ou privées, enfin de délégations publiques plutôt, parce que ça peut être des services privés, mais de délégations publiques, à mission publique. Et puis, alors, vas-y, continue. Parce que moi, j'allais te poser la question par extension. Quels sont les leviers, du coup, d'action ou qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne résidant à l'étranger, pour avoir des réponses dessus? Parce que concrètement, ce sont nos données. Et est-ce qu'on doit s'adresser au consulat? Est-ce qu'on doit s'adresser aux députés? Enfin, il y a une question de sécurité, de l'accès à nos données, de la vente de nos données. Enfin, où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire? De transparence de l'État. Transparence de l'État. Quand on a été saisi, ce qui s'est passé, c'est que la première chose, j'ai décidé dans le groupe que j'allais regarder ces informations et que, en accord avec tout le monde, on allait écrire un courrier. Donc en fait, j'ai pris la responsabilité d'écrire ce courrier à la députée en charge de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Voilà, premièrement, parce que c'est normal, c'est notre députée, même si elle n'est pas de notre camp politique, on doit quand même s'adresser à elle, c'est elle qui nous représente, et en retour, elle doit aussi nous répondre. Hein. Donc on attend ça de sa part. Et puis on a aussi envoyé normalement un courrier par email aux députés de la LFI qui s'occupent des affaires sociales, pour voilà, leur montrer que nous, on soulevait des questions légitimes de la part de certaines personnes du groupe, et que on attendait effectivement que des réponses nous soient apportées. Données, Pas forcément toutes, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir accès à toutes les informations d'emblée. À mon avis, il faudra peut-être une commission d'enquête pour savoir exactement comment on va se déployer et comment faire en sorte que ce service en ligne numérique soit vraiment accessible au plus grand nombre et respecte la vie privée des gens, parce que c'est avant tout ça, hein, c'est respecter la vie privée des gens et faire en sorte qu'ils soient garants en quelque sorte de ces informations médicales, donc ces informations intimes. Quand on touche au corps des personnes, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc nous, on a soulevé ça, ce problème, on a envoyé un courrier, maintenant on attend des réponses, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont venir. Moi, je pense que les personnes qui s'inquiètent de leurs données médicales et qui ne peuvent pas y accéder actuellement parce qu'ils n'auraient pas de carte vitale ou qu'ils l'auraient perdue, peu importe, peuvent s'émouvoir et peuvent envoyer un courrier à leurs députés et demander des explications et demander des solutions. Qu'est-ce qu'on peut demander pour peut-être un peu aider les Français de l'étranger qui s'y intéresseraient, puisque ça les concerne de prime abord?
qu'est-ce qu'on peut demander à un député au-delà qu'il ne soit pas du bord des mêmes idées, même si parfois on peut se rattacher d'un point de vue pratique. Voilà, bon, peut-être voilà, avec un macroniste, d'un point de vue pratique, il va expliquer que pour la connexion, il vous faut un mot de passe, il vous faut votre carte vitale. Vous n'avez pas votre carte vitale, adressez-vous au service du consulat. Le consulat va s'adresser au gouvernement français, etc. Bon, bref, on en a pour 2 mois, 3 mois. Et qu'est-ce qu'on lui demande concrètement pour avoir des réponses? Si c'est niveau urgent, si ça touche le cœur, si ça touche peu importe les organes, en fait. On demande quoi? Qu'est-ce que tu as dit dans cette lettre? Alors, moi, je me suis borné pour le moment à des questions techniques et de vie privée. On n'a pas abordé le cas de ce problème où on pouvait avoir une impossibilité d'avoir accès à l'espace. D'accord. Première chose qui nous a semblé importante, c'est d'abord de soulever les problèmes que posait le système en lui-même. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui seraient concernées par effectivement une perte de carte ou l'impossibilité d'accéder au système, je pense que la première question qu'ils peuvent demander, c'est d'avoir un système de secours. Oui, par exemple. Le moyen de secours qu'on puisse mettre en place pour permettre aux gens qui n'ont pas les documents adéquats de pouvoir se connecter. Je veux dire, il y a un système qui a été mis en place qui est encore assez compliqué à utiliser, qui s'appelle France Connect. France Connect, parlons-en, allez-y. Voilà, donc France Connect, c'est un système en fait qui permet normalement de pouvoir connecter tous les services numériques, services publics numériques. Hein. Ouais. Et le problème, c'est qu'évidemment, il vous faut encore des numéros de connexion et ainsi de suite. Et en fait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a besoin d'avoir un master pour réussir à se connecter à ces outils. Bon, quand on est d'un certain niveau d'études, ça pose pas et qu'on a un certain âge, hein, voilà, je pense que quand on a entre 20 et 45 ans aujourd'hui, ça pose pas trop de problème de s'attaquer à ces problèmes-là et de trouver les documents et de faire ces démarches, même si ça prend du temps. Mais si on commence à parler à des générations de personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont aujourd'hui retraités ou qui n'ont pas accès à Internet régulièrement, qui n'ont pas d'équipement informatique très poussé chez eux, bon, ça va être compliqué. Et voilà, l'idée d'un France Connect simplifié qui permettrait d'accéder à tous ces services publics, bon, ça serait aussi une idée et peut-être utiliser une sorte de version de France Connect pour accéder à son espace numérique de santé. Il me semble que ça pourrait être une voie de secours possible. Maintenant, je ne suis pas technicien du système et je pense qu'il y a des personnes qui viendraient me dire non, il faudrait plutôt conserver le système isolé. Parce que là je regardais France Connect, je l'ai partagé dans le canal de discussion. France Connect simplifie les démarches de 40 418 135 personnes. Donc, plus de 1440 services en ligne. Gagnez du temps, sécurisez vos informations, créez plus de nouveaux comptes. 40 millions d'utilisateurs, enfin, c'est quand même bien les 2 tiers de la France. Tous les individus majeurs en France, en fait. Ouais. Voilà. Tous les individus majeurs, effectivement, et le reste, des écoliers ou bref, tout ce qui est en dessous d'être majeur ne s'en sert pas. Mais j'avais même pas connaissance, pour le coup, de France Connect, même si j'en avais entendu parler, peut-être par ministère. Donc voilà, donc ça c'est un système, il est fait pour un certain nombre de services publics. Ouais. Moi, il me semble que il faudrait qu'on ait une sorte de système qui puisse sauver un peu les gens quand ils sont perdus, qu'ils n'ont pas les documents voilà, pour accéder au système de santé. Alors encore une fois, il faut être très précautionneux quand on dit des choses comme ça, parce que évidemment, tout ce système-là nécessite une protection des informations, et donc peut-être qu'il y en a qui vous diront, bah non, il faut éviter de tout connecter vraiment. Ouais. Donc, voilà, je me méfie aussi de ce que je dis. Il ne faudrait pas prendre pour argent comptant une idée qui est juste une idée, hein, qui est sans doute à creuser. Parce qu'à l'heure actuelle, tout n'est pas forcément numérisé. On se retrouve quand même,
que ce soit avec du personnel informatique, du personnel de santé, enfin, on a encore un rapport à l'humain assez fort, surtout en France, avec une culture des services publics prononcée, même si dans les consulats, ils visent à diviser par 2, par 3 le personnel administratif, qu'on puisse de moins en moins avoir accès au téléphone, mais de plus, enfin, quand je dis téléphone, quand il y a du personnel qui peut décrocher, mais je me retrouve à utiliser parfois le consulat autrefois de Turquie pour des affaires privées. Effectivement, les accès se font par boîte numérique, par mail. Et effectivement, je n'imagine même pas un problème de santé lorsqu'on sort un peu du cadre européen où on peut faire un rapatriement quand même assez bien fichu, alors que je ne sais pas, enfin en Thaïlande, si on a un problème de santé beaucoup plus grave, comment ça se passe et comment le dossier suit physiquement, ou est-ce qu'il existe encore physiquement, ou est-ce qu'on est vraiment, on a passé les données numériques pures et dures, quoi. Ben, j'aurais tendance à te dire que on aura plutôt des données, je vois plutôt des données numériques, sachant qu'après il y a des supports physiques pour ces données numériques, hein. Il en faut bien un minimum, puisque ce Ouais. sont des humains normalement qui gèrent Dans les ça. hôpitaux à Bangkok, si tu vas dans un bon hôpital, tu vas te retrouver à la fin avec un DVD de tes radios, voilà. Ok, Normalement, tu as normalement. un support. Mais ouais, dans le cas des rapatriements, je sais que par exemple, il y a une association dans la région d'Isan. Donc c'est la région nord-est, nord-est de la Thaïlande, qui est une région très pauvre où vivent des Français retraités beaucoup. Et en fait, il y a déjà eu des cas d'hospitalisation où les personnes se retrouvaient en fait, parce que les hôpitaux sont privés. Donc en fait, chaque nuit, tu vas dépenser une certaine somme d'argent et à un moment donné, si tu n'as plus assez de somme d'argent, l'hôpital peut se retourner contre toi, se retourner contre ta femme, tes enfants. Et en fait, les gens peuvent très vite se retrouver en situation de banqueroute financière. Hein. C'est vraiment catastrophique. Wow. Donc, j'ai eu écho d'une situation qui s'était passée où une personne est tombée de son poulailler, s'est blessée, a été hospitalisée, puis s'est retrouvée dans l'impossibilité en fait de payer les jours d'hôpitaux qui s'accumulaient. Bon, il se trouve qu'il avait souscrit à une assurance, coup de bol, en rentrant en Thaïlande pendant la période du Covid. Donc cette assurance a pu couvrir les frais et l'association des personnes qui vivent en Nissan ont pu organiser son rapatriement dans un hôpital français. Voilà comment ça s'est passé. Mais sinon, il aurait été piégé dans l'hôpital thaïlandais. Sa femme thaï ne savait pas où trouver les documents et ainsi de suite. Et donc, il aurait été là dans une très très grosse difficulté financière. D'ailleurs, sa femme aussi. Hein. Et après, l'hôpital se serait retourné vers ses enfants parce que les hôpitaux thaïlandais, c'est ce qu'ils font en fait. Hein, une fois qu'ils ne sont pas payés, eux, ils ont besoin d'être payés. Donc, ils vont poursuivre en justice les personnes qui sont en mesure de les payer. Donc, voilà. S'il y a une information que je peux donner, c'est celle-là, c'est quand vous êtes en Thaïlande, autre que pour un voyage, prenez une assurance santé, c'est vraiment important parce que les hôpitaux sont privés, c'est comme le système américain, c'est la carte bancaire qui prime en premier. Ouais, donc si vous n'avez pas d'argent, vous êtes assez mal fichu. Et quels sont les soutiens, on l'a évoqué un petit peu, les soutiens qu'on peut avoir par rapport à tout ce domaine de data, de santé, vers qui on peut se tourner pour être informé, être bien informé à ce jour en 2022, étant donné la quantité astronomique d'informations. Et on avait un petit peu parlé de quadrature du net, mais vers qui on peut se tourner concrètement? Alors, moi, je te dirais qu'actuellement, pas grand monde en fait. En termes c'est un peu froid. Ouais, non, parce que en fait, en termes d'information numérique, déjà c'est compliqué parce qu'il faut une expertise, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc, aller voir la quadrature du net, c'est bien. Voilà, et ça permet d'avoir une idée des problèmes qu'il soulève, mais ça permet pas d'acquérir, je veux dire, l'expertise nécessaire à la compréhension de toutes les problématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on attend de l'État qu'il fasse en sorte, lui, de mettre à disposition
des informations de transparence, voilà, qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le système, comme je te disais tout à l'heure, où sont hébergés les serveurs. Autre question, est-ce que les données qui sont sur ces serveurs sont encryptées ou est-ce qu'ils sont directement lisibles? Voilà, ça, c'est des questions qui sont vraiment à la base, dont on aimerait avoir des réponses très simples. Ouais. Maintenant, quand on rentre dans, on va dire, la gestion des informations qui peuvent être déposées dans notre espace santé par les professionnels de santé, là, il y a une autre question qui se pose, c'est nous, normalement, on est les possesseurs de ces données. Et donc, par défaut, ce serait bien mieux que ces données soient sous notre responsabilité. Mais là, ça veut dire que toutes les personnes sont en capacité de s'occuper de la gestion de leurs données médicales, ce qui n'est pas sûr. Mais dans le sens inverse, ça voudrait dire que ce sont les professionnels de santé qui décident, en quelque sorte, si les informations sont visibles ou accessibles à tout un tas d'autres personnels de santé. Et ça pose un problème parce que c'est un peu comme si ça nous mettait en minorité, minorité d'âge, j'ai envie de dire. Ouais, notamment. Mais alors, on se trouve confronté à... On est dans un hôpital privé. L'hôpital privé garde tes données. Et donc, du coup, il est soumis à une vente aux enchères. Est-ce que c'est un peu cru ce que je viens de dire, mais est-ce qu'il peut le faire? Enfin, moi, j'ai un hôpital privé à côté de moi. Est-ce qu'il peut vendre aux enchères mes données? Question. Normalement, non. Ça, normalement, non. Évidemment qu'il va y avoir peut-être même que ça a commencé, il va y avoir du démarchage pour le traitement des données. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est... Je vois venir complètement où tu veux en dire, mais termine ta phrase, ça va être très difficile. Ouais. Donc, en fait, tu as deux voies. Tu as la possibilité d'avoir d'abord un traitement public de l'information des données médicales qui vont être anonymisées et ainsi de suite. Ça, c'est, j'ai envie de dire, on est en train d'y aller, on est en train de courir vers ça, hein, le big data et le traitement des informations. Évidemment, ça requiert donc de l'anonymisation, un stockage de données sécurisé, et ainsi de suite. Et puis, tu as une deuxième voie qui est celle d'un moyen de financement pour les hôpitaux. En fait, ni plus ni moins que ça. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est à eux d'anonymiser les données. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont pas obligés de le faire. Non, ils sont pas obligés, mais ça serait mieux. Oui. Des entreprises privées, par exemple, qui feraient le même type de travail qu'un système public, hein, mais cette fois-ci, pour trouver des traitements qui répondraient à des problématiques épidémiologiques qui apparaîtraient dans le traitement de ces données de masse. Et donc, en fait, les labos, par exemple pharmaceutiques, pourraient acheter le traitement de ces données, plutôt le résultat, quoi, pour ensuite définir des lignes de recherche où ils produiraient tel ou tel médicament qui présente un intérêt financier et pharmaceutique et évidemment dans le traitement des maladies chroniques, hein, mais évidemment qui verraient un intérêt directement à avoir des gros paquets sur lesquels ils pourraient investir massivement pour développer des médicaments, des traitements. Ce que ne fera pas ou ce que ferait moins l'établissement public, si j'ai envie de dire. L'établissement public, lui, il aurait tendance à essayer de regarder un peu quelles sont toutes les pathologies, hein, et voir en termes d'épidémiologie, est-ce qu'il y a telle localisation en France, par exemple, si on parle de la France, est-ce que, par exemple, si je vais en Loire-Atlantique, je vais trouver plus de cancers dus à l'amiante ou des choses comme ça? Bon, normalement, la réponse est oui. Hein. Est-ce que si je vais dans les Hauts-de-France, je vais trouver une consommation plus élevée, des maladies liées à la consommation plus élevée d'alcool et de cigarettes, hein, comme on le dit souvent dans les médias. Voilà. Donc là, tu vois, tu as deux voies possibles. Tu as une voie qui est de dire, mais attendez, j'ai un système de recherche publique qui fonctionne, qui pourrait accéder à ces informations, qui donc là serait dans un cloud, et non pas seulement dans les hôpitaux, hein, parce que le système de santé ici, c'est de centraliser toutes les informations dans un espace qui serait ton espace, mais qui pour le coup serait dans le cloud, hein, serait décentralisé,
Moi, je préférerais par exemple que les informations soient décentralisées. Ça, c'est peut-être mon côté un peu anard. Idéalement, oui, idéalement. Bah. Avoir un stock de données qui est à nous, qu'on puisse stocker sur notre PC ou sur le smartphone. Bon, sur le smartphone, ça paraît plus compliqué, mais en tout cas d'avoir un client sur le smartphone, par exemple, et les données stockées sur notre ordinateur ou des choses comme ça, bah, ça pourrait être peut-être, comment dire, plus safe, plus secure, parce que en cas de hacking, bah, c'est ton ordinateur qui est hacké et c'est tes données à toi, c'est pas les données de voilà, De possiblement. milliers d'utilisateurs, effectivement, ouais, ça Donc, permet. Ouais, je vois où tu vas en venir, effectivement. voilà. Donc ça, c'est des questions qui se posent réellement. Hein, je veux dire, et on va sans doute y arriver parce que on voit bien qu'aujourd'hui les hôpitaux ont du mal à avoir des financements publics. C'est pas que en France. Que c'est pas pour le moment le penchant libéral, néolibéral ne permet pas de maintenir les services publics, on va dire, en termes d'activité et en termes de fonctionnement dans un bon Ouais. état. Et je pense que ça va être des choses qui vont être poussées par les États néolibéraux, c'est-à-dire de dire, essayer de trouver des sources de financement. Voilà. Et donc, évidemment, là, tu as un côté éthique quand même hein, qui est important. Donc, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de l'anonymisation des données. Ça paraît évident que les données, elles ne doivent pas pouvoir être accessibles avec le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et ainsi de suite. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer quelque chose comme ça. Ça aurait Mais, été intéressant de pouvoir comparer, en fait, lorsqu'un Allemand va à l'étranger, quelqu'un des États-Unis va à l'étranger, comment est géré les espaces de données de santé, alors que le cloud et le big data, de manière générale, c'est un peu le nerf de la guerre. Enfin, l'information, les énergies, la santé sont les nerfs de la guerre de nos générations à nous, génération Internet. Et effectivement, c'est assez inquiétant ou porteur d'espoir d'une autre manière, mais c'est encore une fois qui gère ces données-là. On arrive très rapidement sur les 10 dernières minutes. Le temps passe cruellement vite à chaque fois et je veux toujours déborder, mais c'est moi qui fais l'animateur et j'en ai cette responsabilité-là. Ok, on a un espace de santé, on sait que nos données sont gérées d'une certaine manière, avec une certaine relation, que ce soit par rapport au consulat, par rapport au gouvernement, et que la difficulté d'accès générationnel, effectivement, se pose par rapport à ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Est-ce que, je vais peut-être un petit peu loin, mais est-ce que dans le programme de la France Insoumise, de la NUPES, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait apporter? Est-ce qu'il y aurait des critiques constructives qu'on pourrait apporter par rapport à cet espace de santé dont on n'a pas encore toutes les clés en main? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, porter idéalement pour les Français de l'étranger, voilà, qui peuvent se poser des questions, pas forcément d'accord avec nous, mais au bout d'un moment, on a un problème de santé. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter de constructif? Si tu peux résumer ça dans ta dernière intervention par rapport à ce que toi, tu as vu. Je vais essayer de faire une sorte de synthèse. Une synthèse, voilà, cette synthèse que tu peux amener. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations de santé. On ne peut plus les garder dans des silos séparés. Donc, de toute façon, il va falloir un système qui englobe ces informations et qui permette de les dispatcher entre les différents professionnels de santé. La première chose qui est importante, c'est que ces informations, on doit être sûr qu'elles soient sécurisées. Donc, il faut à tout prix répondre à ces questions de où est-ce qu'elles se trouvent, dans quel serveur et qui s'en occupe. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce qu'elles sont cryptées ou pas cryptées? La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces informations, ce soit nous qui ayons la main dessus en dernier recours. C'est-à-dire que, quel que soit le professionnel de santé qui va téléverser des documents dans notre espace de santé, il faut qu'à la fin, ce soit nous qui décidions si ces informations puissent être en libre accès à d'autres professionnels de santé ou pas. Ou pas, ouais, c'est juste. Ça, c'est vraiment important. Et je le dis parce qu'en plus, moi, par exemple, je me suis occupé de l'éducation à la sexualité des garçons et des jeunes filles dans le collège. Et il y a très régulièrement des jeunes filles qui viennent parler à la fin de ces heures-là pour parler de contraception, notamment, voire même, cas exceptionnel, des IVG. Et ces informations-là, la question se pose. Est-ce qu'elles vont être versées
dans l'espace de santé de ces jeunes qui sont mineurs. Et ces mineurs, ils sont hébergés sur l'espace de santé de leurs parents. Or, il y a des familles dans lesquelles c'est pas possible de parler de contraception. Et c'est encore moins possible d'imaginer que l'un des parents va tomber sur une information qui dirait a subi une IVG, par exemple. C'est pas possible, ça. Donc ça, c'est des informations, par exemple, qui sont très sensibles et sur lesquelles il faut à tout prix être certain que ça ne puisse pas apparaître, j'ai envie de dire, aux yeux des parents si l'enfant n'a pas envie que ça apparaisse aux yeux des parents. Ça fait partie du secret médical et ça touche à notre intimité. Deuxième chose, l'espace de santé, il est prévu donc pour accueillir des applications qui viendraient s'y connecter. Donc c'est un peu comme ce qu'on appelle, vous savez, les API qui viennent s'ajouter, par exemple pour Twitter, pour aller checker les données, savoir quel compte vote qui, enfin, est connecté à qui, ou sur d'autres sites, vous avez d'autres API pour pouvoir récupérer de la musique ou je ne sais quoi, voilà, des choses comme ça, pour récupérer des données statistiques. Bon. Et ces données API, enfin, ces API, elles pourraient être ou publiques ou privées. Et la question se pose, un peu comme sur un smartphone, de savoir quand ces données, enfin, ces API se connectent pour prendre des données sur le service santé, quelles sont les données auxquelles elles ont accès et comment est-ce qu'on est notifié. Comment est-ce qu'on reçoit l'information qu'une API privée a été connectée à notre espace de santé, qu'elle collecte des informations, sous quelle forme, quelle information, et ainsi de suite. Donc ça porte vraiment aussi des questions. La dernière chose auquel on peut penser, alors pas exactement la dernière, mais l'avant-dernière, c'est le fait que c'est une situation quand même qui nous place dans le fait de devoir accepter que c'est le professionnel qui déciderait de quelles informations sont partagées. Et je trouve que ça nous place dans la situation en quelque sorte de mineur. Or, on est majeur, on est capable de prendre nos décisions nous-mêmes et on devrait pouvoir être capable de cocher les cases qu'on veut partager. Ça me semble quelque chose d'évident. Et donc, tout devrait être décoché par défaut. Voilà. Ça, c'est la première chose qui me semble la plus importante. La dernière chose sur laquelle on peut insister, c'est qu'il y a déjà des tas de gens qui ont des difficultés à accéder aux services publics, notamment en ligne, mais également en physique, hein, et qui se sentent relégués socialement. Et il y a une très grande colère à cause de ce sentiment de relégation. Et je pense que s'il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il faut maintenir des services avec des personnes qui puissent accueillir ces personnes-là. Ça, c'est hyper important. Et il faut qu'on maintienne, pour une certaine partie de la population, pendant encore un très grand nombre d'années, certainement, la possibilité d'avoir des supports physiques. Alors ça peut être des DVD, ça peut être des dossiers. Il faut imaginer quelque chose, en fait, pour que ces personnes-là, ou je sais pas, qu'on leur offre une clé USB avec les données dans la clé USB, mais il faut qu'ils puissent pouvoir avoir un interlocuteur et que cet interlocuteur puisse avoir accès à ces informations voilà, en dur. Parce que ces personnes-là, elles sont déjà parfois trop éloignées du numérique. Parfois, elles n'ont pas d'installation. Là, quand je parle d'installation, elles n'ont pas d'ordinateur, elles n'ont pas de box Internet, elles n'ont pas de smartphone. Parfois, elles ont aussi des difficultés avec le réseau. Hein, il y a encore des zones blanches en France, et puis il y a encore des zones très très blanches à l'étranger aussi, ouais. Voilà. Il n'y a pas du tout de communication. Donc c'est pas possible de garder un système qui soit tout numérique. Moi je veux bien comprendre qu'on veuille passer à un système numérique, mais il faut vraiment faire attention à ça et à ne pas faire que les gens se sentent encore repoussés une fois hors de la citoyenneté. Ça mériterait, ça fait une très bonne synthèse et on va pouvoir passer à la seconde partie. Et ça fait une bonne synthèse en disant, voilà, il faut encore une fois un pôle public tant de l'information que de la santé et encore une fois du personnel qualifié en consulat pour mettre en bonne connexion tant les services publics de l'étranger que les milieux consulaires, que tous les ressortissants français et toutes les Françaises et les Français soient informés de leurs droits et qu'ils aient accès vraiment à un service de qualité, de santé, d'information et lorsqu'on est vraiment à l'étranger. En tout cas, ça a été une très très bonne, une excellente information. Enfin vraiment, moi je ne connaissais pas spécialement, même pour être en Suisse qui est à 30 km
Là, si on disait de la France, effectivement, je me sens autant concerné qu'une personne qui serait en Asie ou au Brésil, actuellement le Brésil que nous allons joindre dans cette deuxième partie. Il est peut-être un peu tard pour toi, donc je vais tranquillement te laisser évacuer. Ça va. Il est quelle heure? 8h30 à Bangkok. 20h30, effectivement. Le décalage horaire est sacrément important. Je vais faire rentrer du coup dans notre discussion et tranquillement. Alors, si tu veux rester encore un peu en ligne, c'est avec grand plaisir. Je vais rester avec vous un petit peu. Ouais. Tu peux rester avec nous. J'accueille Jean-François Deluchet du Brésil. Jean-François, est-ce que tu nous entends? Jean-François, est-ce que tu nous entends? Je pense que peut-être oui, que peut-être non, mais peut-être qu'il essaye de trouver le micro ou sa connexion. Une zone très blanche à l'étranger. Et pourtant, il doit être à Rio de Janeiro et effectivement, il doit nous parler. Ça, c'est aussi tout le côté. Effectivement, est-ce qu'il est dans une zone blanche ou pas? Je ne sais pas. À mon avis, c'est peut-être avec son ordinateur ou avec sa connexion. Jean-François, où tu te caches? Je crois qu'il n'a pas de réseau, il me semble, mais pourtant il y a une bonne... Jean-François nous fait patienter. Est-ce qu'il est là? Il est là, mais on ne t'entend pas, Jean-François. Alors, nous faisons patienter dans ce moment. Il sort et il va revenir. Mais en tout cas, la circonscription de la 11e des Français de l'étranger est très, très représentée. Je vais faire un peu patienter. L'Asie, enfin, votre circonscription représente plus de 40 pays, hein, sauf erreur de ma part. Ouais, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Très vaste, ouais. Alors, Jean-François arrive. Il arrive à se connecter, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Alors, j'ai cru entendre un son. Oui, peut-être. Reste, Jean-François, tu vas y arriver. Ah, on y arrivera au bout d'un moment, sans aucun doute. Donc j'imagine qu'il voulait nous parler de l'élection. Les élections au Brésil, alors on va entamer un peu la discussion, même si on en est un peu loin. Effectivement, nous sommes à 7 jours des élections au Brésil, donc on est dans un deuxième tour de Lula contre Bolsonaro. Lula était à 47 ou 48% dans ce premier tour, ce qui était assez important. Bolsonaro était à... Alors, on retente encore cette fois. Jean-François, oui, c'est un début. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas. Sinon, Jean-François, tu peux te connecter si tu nous entends avec ton téléphone. Je vous entends et je vous vois. D'accord. Nous Jean-François, on t'entend. On t'entend pas ou peu, mais on te voit pas. Il y a un truc qui se passe. Tu essayes de te connecter. Nous, on t'entend. Oui, bon, bah, on va continuer. Oui. Lula était à 47-48% au premier tour. Bolsonaro était environ à 43-44% en mémoire. Effectivement, grosse tension lors des scènes télé où ils s'insultaient assez nerveusement. Effectivement, il y a une tension assez énorme et les comités de mobilisation se font un petit peu partout dans le monde, je dirais même en Suisse avec un gros comité brésilien pour Lula. On n'en va pas beaucoup à Bolsonaro et c'est vrai que... J'avais vu les images des gens qui allaient voter
visiblement plutôt pour Lula que pour Bolsonaro. Donc, il semblerait qu'il y ait une sacrée mobilisation. Pourquoi Ouais, attends, je vais essayer de te faire sortir, Cyril, on va voir si ça vient de ça. Ah, vas-y, essaye de parler, Jean-François. Non, ouais, toujours pas du tout. Non, on n'a toujours rien, Jean-François. Je ne me l'explique pas. Malheureusement, c'est le problème du live. Non, toujours rien. Je ne sais pas de quoi ça viendrait. Alors, nous sommes en train de régler effectivement nous sommes en train de régler tant la caméra que les problèmes. On essaye de régler des petits problèmes de connexion de notre ami. De notre ami qui essaye de se connecter effectivement depuis le Brésil, depuis son téléphone. Normalement, ça devrait le faire, mais on vous fait patienter en attendant. C'est sûr que c'est un peu difficile de gérer tant la technicité que, que de gérer des connexions au Brésil, sur lequel Jean-François revient. Donc, ce qui est assez cruel, c'est que lui nous voit et nous entend, mais nous, on n'arrive pas à l'entendre ni à le voir. Donc, question subsidiaire, a-t-il conservé le cache sur la caméra? Bah, je pense que non, puisqu'il arrive à nous voir. Donc là, nous n'y arrivons pas. On va essayer encore une fois, et puis si ça ne fonctionne pas, je relancerai la connexion un petit peu plus tard dans la journée, puisque au Brésil, il est très tôt le matin. Il doit être entre 8h et 9h actuellement. Donc on va essayer une dernière fois. Et si ça ne joue pas, et bah, on fera une petite pause pour s'y remettre un peu plus tard. Mais oui, c'est très motivant d'avoir un Lula à 48% au premier tour, et les soutiens affluent tant des chanteurs que des syndicalistes, que différents travailleurs au Brésil. Et il aurait été assez intéressant parce que Jean-François, effectivement, est élu AFE, et ça aurait été intéressant, élu français de l'étranger, notamment au Brésil, et ça aurait été intéressant d'avoir effectivement son intervention. Alors, on a eu un semblant de son, mais... Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a un semblant de son, mais il n'y a rien qui suit après. Ouais. Mais malheureusement, là, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est pas la caméra qui veut ça. Enfin, pas la mienne en tout cas. Mais bon, bah on va réessayer plus tard. Tant pis pour cette fois. On va pas vous faire patienter pour les personnes qui sont connectées aussi. On va pas vous faire patienter plus longtemps, et on verra ça avec Jean-François peut-être un peu plus tard dans la journée. On fera une reconnexion et refaire un live. Puis si tu as envie de venir, bah, tu viens, tu seras le bienvenu en tout cas. On va vous laisser là. On va se reparler avec Jean-François. Merci de ta patience et de ton intervention, Cyril. Jean-François, si tu nous entends, eh bien, nous te reprendrons dans les 30 prochaines minutes, 40 minutes. On va faire une pause et on va se reconnecter et on va essayer de régler ce problème-là. Voilà, je vous remercie.
C'est plaisir de te parler, mais visiblement, ça ne sera pas. Et puis, on reprendra ça plus tard. Merci en tout cas. Salut Cyril. Bonne soirée à vous. Et bonne journée. Et peut-être à tout de suite. On ne sait pas. On va voir.